Monsieur l'administrateur général, Monsieur le ministre, cher Dominique, Madame la vice-présidente, et remerciements à Madame Pécresse, on aura l'occasion de le faire. Sandrine, Madame la députée. Papa, c'est quand même... Il y a mon père et il y a mon maître Jean-Louis Benbunan, donc l'émotion va parler, hein, c'est normal, il faut laisser faire. Hein. Ça dure 90 secondes, paraît-il. Mes amis, délégation du ministère de la Santé du Congo-Brazzaville, M. Mosoki, le professeur Donatien Moussaka, le professeur Jean-Bernard Poimbon, et vous savez que je préside l'association franco-africaine de cancérologie et avoir fait le déplacement de Brazzaville pour l'occasion nous honore. Et donc je dirai aussi au président, merci à vous. Quand tu sais que j'ai des copains d'enfance qui n'ont pas franchi le périphérique parce qu'il y avait des embouteillages quand même. Voilà, et tous mes amis invités en vos grades et qualités, alors on ne va pas passer la soirée là-dessus non plus. J'ai quelques remerciements, je voudrais tous vous remercier, je le ferai après, mais mon ami Nora Machuré qui est là, avec qui on travaille sur les cordées de la réussite, qui était artisan ouvrier de fond, et que je remercie infiniment, Jean-François Zaguery, qui maintenant j'ai une amitié sans faille et pour la vie, et qui m'a aidé à toutes les étapes, et puis Sandra Berthezen, voilà, que j'ai connu récemment et avec qui je vais faire de très belles choses et avec qui j'ai des affinités, et puis tous ceux qui vont participer au projet. Maintenant, on va rentrer quand même dans le dur, parce qu'il y a un sujet ce soir. Alors, la santé intégrative. Alors, ok, j'ai compris le sens des boutons. Bon, je vais remercier bien sûr mes deux partenaires, Elsan et DocaPost. J'aurai une diapositive pour chacun. Elsan, c'est parce que mon premier métier, c'est cancérologue radiothérapeute. Donc je traite des patients atteints de cancer avec des rayons de la radiothérapie. Vous savez, ces rayons X transparents qui ne se voient pas, qui font pas mal. Et on a une spécificité grâce à Elsan, CENI, leur investissement. On est le premier centre français, peut-être même le premier centre mondial maintenant, radiothérapie guidée par les robots. Ce qu'on appelle la radiochirurgie. Je passe par ici, merci. Donc, arriver à traiter une tumeur à 2 mm du nerf optique chez une femme de 29 ans, comme ça nous est arrivé ce matin, en gardant la vue, sans abîmer le cerveau, sans ouvrir, grâce à des techniques robotiques. Et tout ça, c'est possible parce qu'on a des acteurs de la santé qui croient en l'innovation et des équipes médicales, paramédicales. Et donc, merci à Elsan de nous accompagner, de nous permettre d'exercer notre métier, notre premier métier. Alors, la logique de l'intégration en médecine, on la connaît, on la pratique, puisqu'on a eu ces dernières années à intégrer tout un tas d'innovations. Tout le monde connaît ici les NBIC, les nanotechnologiques, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives. Et puis on a eu des médicaments 3D, de la bioimpression des organes. L'impression 3D des médicaments, c'est important parce qu'il n'y a pas de stock. On produit à la quantité qu'on veut, on produit des médicaments adaptés à la génétique des tumeurs. Donc on est tous coutumiers de cette logique intégrative en médecine pure. Il y a toujours eu deux écueils en médecine à éviter, la religion et l'héritage des anciens. Autrement dit, la superstition et la tradition. Alors on a construit une médecine autour du darwinisme. Je faisais un exposé avec mon fils Jonas, ma femme ici qui est là et que je salue en témoignera, sur Charles Darwin. La concurrence vitale et la sélection naturelle nous a sortis d'une médecine astrale très spirituelle, avec des partis pris et des croyances. Et puis aujourd'hui, il y a le règne du transhumanisme. La mort de la mort, on va transformer l'individu. Et donc la médecine a été préemptée par la haute technicité. En tant que cancérologue et en manipulant tous les jours des immunothérapies, des médicaments complexes, je ne vais pas vous dire qu'on n'appelle pas cette médecine de nos voeux, mais il faut qu'on se pose la question, quel futur pour nous tous? Est-ce que vous voyez votre futur en rupture ou en continuité? Est-ce que si on imagine le changement, on imagine un changement immédiat ou un changement différé? Donc est-ce qu'on est ouvert ou on est fermé? Donc c'est la vraie question, qu'attend-on de notre médecine? Alors si vous faites partie, comme moi, des voltairiens, l'art de la médecine consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. On a du mal à le croire pour un radiothérapeute. C'est quoi la définition de la médecine? La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour prévenir, soulager, traiter des maladies, des blessures, des infirmités. Ça veut dire qu'avec des mots, on soigne, avec des mots, on tue.
Qu'est-ce qui se passe dans nos consultations? Quels sont nos enjeux? Alors on a souvent un patient qui a des besoins immenses, légitimes. Le patient souvent ne se sent pas entendu. Souvent il ne l'est pas. On a un médecin, la plupart du temps dans sa bulle, qui travaille avec les ressources dont il dispose, qui peuvent être limitées, et pas adaptées forcément aux attentes. On a dans notre système un payeur, administrateur, qui fait de la régulation, comme il peut, souvent submergé. Puis on est censé avoir ce sage qui nous manque. Ce sage, lui, il se dit que la santé, et c'est ce dont on m'a parlé aujourd'hui, c'est pas l'absence de maladie. C'est pas le silence des organes. La santé, c'est une composante entre la santé psychologique, la santé sociale, la santé sexuelle, la santé émotionnelle, la santé environnementale. Cette promotion de la santé est importante et ce qu'on l'a fait en consultation. Prends juste un exemple simple. Patiente qui vient nous voir, qui a 60 ans, qui vient avec un tableau, beaucoup de symptômes, des gènes. Eh bien, c'est ce que Sandrine rappelait tout à l'heure. Et Farida, 23 secondes. On coupe la parole au patient en France en moyenne au bout de 23 secondes. Et effectivement, dans 93% de nos consultations, on prescrit des médicaments contre 40% aux Pays-Bas et ils ne meurent pas plus tôt que nous. Mais nous, on a le luxe, enfin, si on peut appeler ça un luxe, de jeter une boîte sur 2 par an à la poubelle. On jette donc 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Alors sur 400 millions de consultations médicales chaque année, 50%, c'est pour traiter des symptômes de maladies chroniques. Il y a donc une erreur structurelle dans notre système qui correspond à une erreur philosophique, culturelle, médico-économique, on appellera ça comme on veut. Tout le sujet, c'est de l'aborder, les yeux dans les yeux, en essayant de trouver des solutions et de les intégrer. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on exclut ou est-ce qu'on intègre? Parce que toute la journée, nous faisons des ordonnances. Et on va ordonner des médicaments. Des antispasmodiques, des antimitotiques, des immunothérapies, tout ce qui est anti. Et à côté de ça, le patient qui a d'infinis besoins, il va vouloir qu'on l'aide au sevrage tabagique. Il va voir qu'on l'aide parce que 70% des patients ont des troubles du sommeil, 70% des patients qu'on traite ont des douleurs, sont fatigués, ont un sentiment d'isolement. L'idée, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas des systèmes parallèles, c'est d'arriver à intégrer les complémentarités. Et donc, cette force de l'intégration en santé doit être un de nos sujets. Nous avons été très fiers en France, et j'en discutais avec mon ami Hervé Nervizas de la ProBTP, qui est un des mutualistes qui a cru en nous très tôt. On était premier en France en 2000 en santé, on était fiers. Puis après, on était 12e, je n'ai pas mis la diapo où on était 19e. Donc, on ne va pas pouvoir continuer en permanence à essayer de rattraper les Américains, les Coréens du Sud sur la haute technicité. Le sujet, c'est de repositionner ce qu'est, ce que doit être notre système de santé. Et comme Madame la députée le rappelait, 223 000 médecins en France, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, une ressource humaine très riche, plus de 3 000 hôpitaux, 11% de notre PIB à la santé, plus de 265 milliards d'euros. Malgré tout cela, le système ne répond pas aux attentes des patients. Il nourrit le mécontentement des professionnels de santé. Il est historiquement marqué par des profondes rigidités d'organisation et il est confronté à des tensions financières. Quelle solution? La première des solutions, elle est doctrinaire. Passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Avec des outils qu'on connaît bien sûr, la formation, le numérique, mais on aura l'occasion d'y revenir. Quand on pense santé aujourd'hui, on pense souvent aux hôpitaux et au déficit des hôpitaux. Mais on sait bien que la santé, c'est les hôpitaux, bien sûr les professionnels de santé, mais on a aussi l'État, les associations, les académiques, les administratifs et financiers, les employeurs, les salariés, les acteurs sociaux, les aidants, les assurances, les systèmes d'information, les patients. Donc cet écosystème de la santé globale, ces différents pans de la santé font qu'on a tort de capturer l'imaginaire qu'on a de la santé dans les hôpitaux. Et cette santé doit se construire en intégrant tous ses partenaires, en intégrant les disciplines autour du patient. Ma discipline, même si je suis médecin avant d'être cancérologue, c'est aussi le cancer. 480 000 cancers par an en France chaque année. C'est 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Alors bien sûr, pendant 20 ans, on peut prescrire un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue,
Mais grâce au gouvernement, les choses changent et on a des promesses qui sont en train d'être mises en place sur la psychologie particulièrement et sur d'autres disciplines. Néanmoins, on n'a pas d'écosystème structuré de prise en charge. Il y a un défaut d'information et de coordination. Le travail est en silo, la prise en charge centrée sur la maladie, le patient doit s'auto-construire son parcours en fonction de ses connaissances ou de ses propres ressources. Le problème de chaque patient, c'est le même. Comment puis-je me sentir guéri? Et je dis me sentir guéri parce qu'on ne demande pas au médecin « est-ce que je suis guéri ?» Ce n'est pas au médecin de décréter si le patient est guéri. La guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être mental, physique et social. Le médecin, il ne va pas vous dire que vous avez à nouveau votre bien-être mental et social. Donc ce sentiment de guérison nécessite une étape de transition, une étape d'accompagnement, mais il faut qu'on mette à disposition de chacun les capacités à guérir. Et c'est pour ça qu'on a plus de 50% de nos patients qui ont recours à des médecines complémentaires. La proposition de valeur, c'est de donner du temps à chaque patient, parce que le temps, c'est de la qualité. C'est d'arriver à intégrer tous les acteurs de soins autour d'un parcours, et comme le disait Émile, pour soigner et pour prendre soin. Alors bien sûr, on a tous nos phrases d'ancrage, et la mienne ici, il n'y a rien dans la science qui n'est d'abord apparu dans la conscience. On va parler un peu d'Institut Raphaël, on va voyager pour, je dirais, matérialiser ce qu'est la santé intégrative. Donc Raphaël, c'est l'ange de la guérison. On a décidé cette aventure collective avec beaucoup de nos partenaires qui sont ici présents. À l'Institut Raphaël, on va, de façon gratuite pour les patients, co-construire avec chacun des parcours d'accompagnement coordonné. On a travaillé sur les espaces, on a un devoir d'accueil, un devoir de non-abandon, mais aussi un devoir de penser la santé différemment. J'ai mis quelques photos d'ambiance, parce que c'est important de pouvoir s'imaginer. Et donc, on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui sont orientés vers la nutrition, vers les émotions, vers l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Et pour prendre un exemple, souvent les patients en consultation, quand on leur annonce qu'ils ont un cancer ou une métastase, bon, ils sont sonnés, ils nous disent « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et autrefois, ce « qu'est-ce que j'ai fait ?» ça voulait dire « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Parce que la maladie était vécue comme une punition divine pour expier ses fautes. Alors maintenant, c'est un peu plus laïque, dans l'enceinte de l'abbé Grégoire. Et le « qu'est-ce que j'ai fait ?» c'est sous-tendu « qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» Qu'est-ce que j'ai mal mangé? Est-ce que je dois manger bio, vegan, cétogène, sans sucre? Est-ce que je dois jeûner? Donc on voit bien la nécessité de cette approche nutrition-santé, nutrition-plaisir, le goût des aliments, le goût de la vie, le goût des autres. Et toutes ces thématiques, on les a mis en avant parce qu'on sait que c'est difficile d'être seul et isolé dans sa maladie. La plupart des gens compensent des déséquilibres. Alors quand vous rajoutez le cancer, ou même la peur du cancer, ou même la peur du Covid, ils tombent. Parce qu'ils n'avaient pas la place pour un déséquilibre de plus. Deviens qui tu es. C'est tout ce qu'on devrait faire, être le meilleur de nous-mêmes. Mais arriver à reconstruire ces équilibres, c'est complexe. Si vous rajoutez une fragilité ou un traumatisme, il va falloir régler les traumatismes antérieurs, plus le traumatisme actuel. Il y a un vrai chemin. C'est ce chemin de l'accompagnement, en prenant en considération les différents pans de la santé, qui nous intéresse. Alors on a développé, et grâce à la région Île-de-France que je remercie, un programme sport-santé. C'est que le sport améliore naturellement le bien-être, diminue le risque cardiovasculaire, diminue le risque d'avoir un cancer, et donc que ce soit à l'intérieur de l'Institut ou à l'extérieur. On a eu un programme avec des patients, des aidants, des champions dans les îles de loisirs. Je remercie Ghislaine qui est là, le paddle, et Julie, l'équithérapie, la marche nordique, la boxe, l'alpinisme. On a fait 20 sports en un an et on continue. C'est en plus d'être des bouffées d'oxygène. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur surpoids, retrouvé de la motivation, le dépassement de soi, toutes ces énergies que le sport apporte. Je salue aussi notre équipe d'onco-esthétique, parce que la beauté des mains, la beauté du visage, les capillaristes, le conseil en images, tout ça c'est de la santé sociale. Une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et l'image de soi c'est primordial, tout comme la réintégration de son activité professionnelle. On a monté le Mont Blanc avec les patientes, et puis d'autres activités qu'on discutera autour d'un verre tout à l'heure.
Toutes les arts-thérapies sont représentées à l'Institut Raphaël. Les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique. Et on sait que chaque intelligence, chaque personnalité a sa porte d'entrée. Ce qu'il faut, c'est donner le temps et la trouver. Puis travailler, co-construire, travailler. Voilà, quelques photos d'ambiance, ce qui a été un événement remarquable. C'est 10 patientes avec 3 soignants qui viennent de rentrer d'un 4 jours au surf, et donc qui tombaient et qui remontaient sur leur planche. Et on a des textes magnifiques et un film magnifique sur la manière dont ils remontent et qui bravent les vagues ensemble. Voilà, donc on pourrait parler longtemps des activités. C'était important de matérialiser ce qu'est la santé intégrative, mais maintenant on a quand même tous un cerveau gauche. Alors, ça donne quoi tout ça? À quoi ça sert? Est-ce que c'est que du bien-être? Quelques évaluations simples, puisque chaque soin à l'Institut Raphaël est évalué. Donc sur les 200 premiers patients, on a montré qu'on diminuait les troubles digestifs, diarrhée, constipation. Vous savez que c'est 50% des Français qui ont des troubles digestifs. Et un quart d'entre eux quittent des réunions et n'arrivent pas à se réunir parce qu'ils n'arrivent pas à assumer ces troubles digestifs. L'irritabilité, les troubles du sommeil, la fatigue. Donc on a montré à tout point de vue qu'avec des parcours simples, au début du travail, et on a peaufiné, on arrivait à améliorer tous ces paramètres. Et quand on regarde les chiffres, on diminue avec des parcours simples, on ne rentre pas dans les situations complexes, où c'est encore mieux, de 56% le taux de dépression, de 40% le taux d'isolement. Avec des disciplines comme la danse-thérapie, on diminue de 90% les douleurs. Quand on sait qu'on a 10 millions de Français qui souffrent d'arthrose et que c'est 500 000 arrêts de travail, plusieurs milliards d'euros, c'est important d'avoir des interventions non médicamenteuses efficaces qui complètent nos traitements. Et comme dernière étude et évaluation pour ceux qui sont férus de chiffres, pour Octobre Rose, on avait ressorti cette série de patientes dont 75% souffraient de fatigue. Et on a diminué de plus de 60% la fatigue, plus de 60% les troubles du sommeil, l'anxiété, l'isolement. Même chez les patients hospitalisés, lorsqu'on a commencé à aller travailler hors des murs, dans les structures hospitalières, où les infirmières au début ne comprenaient pas et maintenant elles attendent les esthéticiennes, elles ont laissé la place dans leur carnet de transmission quand les soignants de l'Institut viendront. Et on a des patients dans leur chambre qui, au lieu d'attendre la roue de la fortune, je ne sais pas si ça existe encore, à la télé, se font de l'art-thérapie, se font chouchouter et surtout arrivent à parler de leur traumatisme et à travailler sur eux-mêmes. Alors bien sûr, on a une ambition qui n'est pas seulement le programme après cancer, qui est une ambition de santé intégrative, santé globale, celle qu'on va porter également avec la chaire au Conservatoire national des arts et métiers. Pour terminer sur ces 3 ans d'expérience, on a offert plus de 35 000 soins, dernier chiffre, à plus de 2600 nouveaux patients. Ces soins sont évalués. La moyenne c'est 6 à 7 soins, mais on a beaucoup de parcours complexes, 10 à 15%. Et quand on écoute les gens, on va voir les viols, les incestes, les violences conjugales. Donc quand on s'intéresse aux patients, aux personnes, c'est beaucoup plus, l'humain est beaucoup plus complexe que la maladie qui est en soi très complexe et je sais de quoi je parle. Donc c'est vrai qu'aller affronter les systèmes complexes, il nous faut des outils intelligents, des parcours, une autre manière de réfléchir et le porter de façon transdisciplinaire. Alors bien sûr, qu'en est-il de la prévention? J'aime bien citer celle-ci. La morale est comme la médecine, beaucoup plus sûre dans ce qu'elle fait pour prévenir les maux que dans ce qu'elle tente pour les guérir. On sait que 40% des cancers sont évitables, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, mais on a moins de 3% des budgets qui sont alloués à la prévention. Et tout cela si on joue sur les mêmes cofacteurs, tabac, alcool, sédentarité, surpoids. On a un travail à faire sur la prévention. Ici, je rends toujours hommage à quelques personnalités publiques. Alors moi, je suis de la génération Magic Johnson. Avec le 23 secondes, j'aurais pu dire Michael Jordan, mais en fait, comme Magic Johnson nous a annoncé qu'il était VIH, c'était compliqué pour nous tous. Sa mort annoncée, il est encore en vie. Kobe Bryant ne l'est plus, mais lui est en vie. Et donc, on vit, la médecine nous a donné des années de vie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces années de vie? Angelina Jolie, la médecine des gens non malades. Elle qui a tous les photographes du monde sur son décolleté, elle a décidé de se faire enlever les seins, les reconstruire, et elle le dit. Parce qu'elle a cette fameuse mutation génétique, BRCA, qui prédispose au cancer du sein et de l'ovaire notamment. Donc cette médecine des gens non malades, la médecine prédictive, voilà des nouveaux enjeux. Et puis Grégory Le Marchal, parce qu'il y a un mois, il y a une journaliste qui est venue me voir en me disant, voilà, je m'occupe de la mucoviscidose, j'ai un problème. Donc j'ai dit, venez tout de suite. Oui, parce qu'avant,
Ils mouraient à 30 ans, les gens, les patients, et ils ne faisaient pas d'études. Alors on va avoir une branche au CNAM pour eux, je pense. Et maintenant, on a un nouveau médicament qui est efficace dans 85% des cas. Ils n'ont plus de mucus dans les poumons, ils n'ont plus de mucus dans l'intestin, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils doivent faire des études? Ça me rappelait tout un tas de maladies, les tumeurs stromales, gastro-intestinales ou autres, où finalement, avec des médicaments, les gens vont vivre très 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 longtemps. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas passé le cap d'aller profiter de leur vie, et 5-6 ans après, ils vous disent « mais si j'avais su, j'aurais dû ». Et donc, il y a toute cette thématique de mettre de la qualité aux années de vie que la médecine nous permet d'avoir. Alors pourquoi c'est une approche innovante en santé? On a souvent confondu l'innovation et le progrès technique. Les 3 piliers de l'innovation, c'est la créativité, la valeur et la socialisation. Alors je vais vous lire la définition de l'innovation. C'est quelque chose qui produit, reproduit en grand nombre, est commercialisé ou déployé pour la première fois avec succès, a amélioré, changé, modifié, transformé ou révolutionné un secteur d'activité, une pratique sociale ou la vie d'un grand nombre d'individus. Ceci le plus souvent de façon inattendue et inconsciente. Tous les jours, on voit des patients qui nous disent « Heureusement que j'ai eu mon cancer ». Alors au début, vous êtes gêné, vous avez un sentiment de honte quand vous entendez ça, vous ne comprenez pas. Mais quand on comprend que pour certains, et la plupart qui en guérissent fort heureusement, c'est une opportunité de croissance. Ça va générer un dépassement de soi. On redéfinit ses priorités. On s'écarte des relations toxiques. Donc il y a toute une dynamique en rapport avec cette expérience patient. Et nous, on s'est obligés à travailler sur les nouveaux managements. Dans nos établissements de santé, on a des systèmes qui sont très pyramidaux. Des fois, on oublie le sourire de l'aide-soignante et on accorde plus d'attention au chef de pôle qui a les clés du budget ou l'oreille de l'administrateur. Et en fait, donner du temps et que l'addition de nous-mêmes soit supérieure, à tous nos travaux. La transdisciplinarité, c'est la synergie. 1 + 1 = 3. Il est indispensable de manager différemment avec une intelligence collective en donnant à chacun sa place. Concernant la recherche, vous savez qu'on a plusieurs types de recherche. La recherche quantitative. Donc en médecine, on compare beaucoup le médicament A, le médicament B. Et on se dit que le médicament A, il est supérieur au B. Mais on se demande combien. Quantifions. Quel est le pourcentage de bénéfice? Si c'est significatif, je prescrirai le traitement. Mais on peut se poser d'autres questions aussi, que ce raisonnement déductif qui va nous amener statistiquement à faire en sorte que chaque patient doit entrer dans cette loi qu'on a définie à l'avance. On a aussi ce raisonnement inductif, où on part du patient. On part d'un cas particulier et on en fait une loi. Mais on va se poser d'autres questions. C'est pas combien, mais pourquoi, comment. Et donc c'est le mix entre cette recherche quantitative et cette recherche qualitative qui va nous permettre d'aller de l'avant. Et le mot-clé est bien à la mode, c'est le décloisonnement. Je vous cite cette étude, cette jolie étude que j'aime beaucoup, où en fait, grand hôpital en Californie qui a coûté plusieurs milliards de dollars, qui s'est dit on va être très bon et leader dans les accidents cardiovasculaires. Et là on a fait une randomisation, on a tiré au sort, et on a été éduquer tous les barbiers afro-américains aux signes cliniques de l'hypertension artérielle. Et on a présenté les pharmaciens de quartier aux barbiers. Et on a comparé les prises en charge dans le grand hôpital versus chez le barbier afro-américain. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qui a gagné? Et donc c'est ce décloisonnement, cette relation ville-hôpital qui va être le sujet d'une réorientation d'un système de santé. Après, pour les détracteurs qui ne se sont juste pas donné la peine d'aller regarder notre littérature scientifique. Nous, en oncologie, on parle d'intégration. Mais cette littérature existe. Quand on prend les grands journaux et notre journal international de cancérologie, on voit méta-analyse, 37 études randomisées sur les interventions psychosociales qui améliorent la gestion des douleurs, sur l'acupuncture qui diminue les nausées induites par la chimiothérapie, ou la fatigue, ou l'acupuncture sur les bouffées de chaleur. Donc en fait, les données existent, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas consacrées par des médicaments qui les incarnent que cette culture n'est pas à valoriser. Il y a donc un vrai travail scientifique, soit à réhabiliter, soit à faire, pour arriver à faire cohabiter, intégrer les interventions non médicamenteuses et bien sûr toutes les thérapies médicamenteuses qu'on connaît. Parce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, notre démarche scientifique, c'est la médecine de Claude Bernard. D'abord, on observe, puis on émet des hypothèses.
Enfin, on expérimente, et ce n'est qu'à la fin qu'on conclut. Mais la médecine a souvent échoué par ses nombreux billets, par ses partis pris, par ses faibles effectifs, par ses moyens limités. Il ne faut pas donner à la statistique plus de pouvoir qu'elle n'en a. On va prendre un exemple. Vous avez 3 patients ici, verts, les petits bonhommes verts, qui sont censés être guéris après leur chirurgie. Et vous avez un patient rouge, qui est celui qui va rechuter. Sauf que vous, comme quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous ne savez pas qui il est, le rouge ou le vert. Ben vous allez lui dire, vous avez 25% de risque de rechuter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va traiter tout le monde. Ben oui. Et comme on sait qu'on surtraite, ben on va avoir même tendance à faire de la déflation thérapeutique. Et donc on va parfois même sous-traiter celui qui a vraiment besoin. Donc on ne peut pas fonder une médecine personnalisée sur de la statistique. Ce qu'on est en train de faire et de voir dans cette société, c'est qu'on est en train de valider des croyances comme des savoirs. Quand on sait pourquoi on sait. Quand on croit, il n'y a que celui qui croit qui sait pourquoi il croit. L'opinion publique est défiante envers le progrès scientifique. On l'a vu, c'est un des problèmes du jour. Il y a une instrumentalisation de la science, avec une manipulation souvent de l'information, des difficultés de compréhension de nos méthodes médicales. On a plus tendance à incriminer le risque iatrogène ou manufacturé que le risque naturel. Moi, tous les jours, j'ai des patients qui ont plus peur du vaccin du Covid que du Covid. Complètement aberrant, mais c'est des croyances. Et on a autorisé toutes les croyances. Heureusement, mais bon, il y a du travail. Il y a une méfiance envers les agences gouvernementales, et souvent à juste titre. On a vu les affaires, Mediator, Levothyrox, etc., sans contaminer. Donc, on a besoin du doute. Le doute, c'est scientifique, le doute peut être utile et positif. Mais on n'a pas besoin du scepticisme dogmatique, et je citerai encore Claude Bernard, qui disait que le sceptique ne croit pas en la science, il croit en lui-même, il croit que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. Donc, comment on va lutter contre ce scepticisme? En travaillant. Alors, notre médecine, à nous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté la quantité de vie. Et je rejoins et je remercie Farida parce que vous savez qu'aujourd'hui, la différence d'espérance de vie en Île-de-France entre les régions les plus pauvres, il m'avait eu ce chiffre, et les régions les plus riches, donc Villeneuve-Saint-Georges et Paris 16e, c'est 7 ans. Alors qu'il a fallu 60 ans à l'humanité pour augmenter l'espérance de vie de 14 ans. Donc on va fabriquer de la quantité de vie, mais on ne fabrique pas de la quantité de vie en bonne santé. Et nous, en cancérologie, on le sait. On est des grands pourvoyeurs d'années de vie en bonne santé perdues, comme les maladies cardiovasculaires et comme la santé mentale, les problèmes de santé mentale. Donc il faut qu'on arrive à penser qu'on ne peut pas créer des cohortes de malades, qu'on emprisonne dans la peur et qu'on tient pour malades. Je fais un petit écart. Ce qu'on n'apprend pas en médecine, ce qu'on va apprendre en santé aussi. C'est cette santé environnementale, 10 000 à 20 000 litres d'air par jour inhalés par chacun, la pollution de l'air extérieur, merci Aurore, 8,7 millions de morts par an. Donc c'est la ville de New York qui engloutit chaque année, c'est ça? C'est pas mal quand même. Et puis près de 50 000 décès par an en France, peut-être même un peu plus. Donc il faut se poser des questions au-delà de sa consultation, parce que le patient qui vient voir avec un cancer de prostate qui va guérir, même si la dysfonction rectile est le problème, il inhale aussi des bêtises. Et donc c'est un vrai sujet de santé. Dernier exemple de santé environnementale, il m'amuse celui-là. Le restaurant paisible, c'est 50 décibels. Le marché animé, c'est 60 décibels. À partir de 55 décibels, vous augmentez votre risque cardiovasculaire. Donc c'est 3 millions de travailleurs en France qui subissent cette toxicité, cette nocivité du bruit. Alors, en France, le fardeau des décès et des maladies évitables pourrait chuter de 32% d'ici 2040 et entraîner, Monsieur le Ministre, un gain de PIB de plus de 10%. C'est pas mal ça quand même. Et en créant de la valeur humaine et de la vie. Considérons, et on a eu l'occasion de le dire à la conférence des chefs d'État africains à Niamey en 2019, que la dépense en santé n'est pas une dépense. C'est un investissement. 1 euro investi, c'est 2 à 4 euros de gagné dans 10 ans. Les enjeux, c'est 12 000 milliards d'euros de PIB en plus, en évitant des endeuillés, en évitant des handicaps. Tout ça parce qu'on a pensé différemment, on a pensé la santé. Alors bien sûr que dans nos sociétés, le gaspillage, c'est 20%, mais une meilleure coordination, c'est 40% d'économie. Donc on a des recettes, on a des preuves. On avait il y a 12 ans déjà, je cite ce papier
qui montrait que sur une trentaine de programmes publiés en oncologie intégrative, 75% étaient anglo-saxons, américains et britanniques. Et on voit que l'auto-adressage des patients était majoritaire, et souvent le bon sens des médecins généralistes, et malheureusement les médecins spécialistes qui n'étaient pas partie prenante, avec toujours des difficultés de financement, et une partie des programmes qui étaient académiques et qui essayaient d'évaluer pour essayer de faire monter ce mouvement de santé intégrative qui va, à mon avis, s'amplifier les prochaines années. Je vais terminer, il me reste 3-4 minutes. Bien sûr qu'il faut redéfinir le médecin de demain, mais il faut redéfinir le soignant de demain. Moi, j'ai commencé la médecine en 1995, donc il y a 26 ans. Et à l'époque, nous, on faisait la visite avec notre patron, et quand on était 20 derrière lui, et quand il entendait un souffle, tout le monde applaudissait avec son stéthoscope, c'était vraiment miraculeux. Aujourd'hui, au lit du patient, avec mon iPhone, je peux faire une échographie cardiaque et regarder les valves. Donc je ne crois pas que ce soit forcément que l'utilisation du stéthoscope qui soit indispensable. Il va falloir qu'on travaille sur l'éthique, qu'on travaille sur l'algorithmique, sur la santé numérique, qu'on travaille sur les parcours et sur l'intégration de toutes ces données et scientifiques et les actions paramédicales et les interventions non médicamenteuses. Et mes amis de l'Agence des médecines complémentaires alternatives qui sont là, qui font un travail remarquable. Alors bien sûr, intégrer tous ces acteurs, 670 000 infirmières, 340 000 aides-soignantes, des professeurs d'activité physique adaptée, 75 000 psychologues, 92 000 kinésithérapeutes, les naturopathes, les oncoesthéticiennes, les diététiciens. On a quand même beaucoup de gens à intégrer, on a quand même beaucoup de gens à former au CNAM. Je demanderai à notre administrateur le potentiel des locaux. Heureusement qu'on a du numérique à intégrer aussi. Alors le projet, oui, le projet il est politique au sens noble parce qu'en fait, vous aviez en 1994 3 700 000 Français qui avaient l'affection en longue durée. Et en 2018, c'est 11 millions, avec près de 20 millions qui ont des maladies chroniques. Et il y a aussi 11 millions d'aidants, dont 5 millions qui sont des salariés aidants. Donc on ne pourra pas faire du tout curatif. Il va falloir qu'on retravaille sur notre santé environnementale, un urbanisme durable. L'environnement ne peut pas se réduire au milieu naturel, mais il doit prendre en considération l'environnement socio-économico-culturel. Donc un mixte de nature et de culture, on doit réformer notre culture, et pour ça, pour transformer, il faut former. Je vais remercier notre deuxième partenaire, DocaPost, et puis parler de l'importance, en tout cas celle qu'on vit au quotidien. La transformation en santé, elle passe par une transformation numérique. Non pas parce qu'on diminue 30% de gaspillage de temps de tous les soignants quand on essaie de travailler ensemble, mais parce qu'on a tous ces utilisateurs, les start-up, les laboratoires, les équipes de soins, les assurances, les mutualistes, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux. Il y a tellement d'acteurs, il y a tellement de données, c'est un déluge qu'il va falloir organiser tout cela. Ces flux d'informations, il va falloir les protéger, et ce tiers de confiance qu'est la Poste me plaît à moi en tout cas. Et on ne veut pas d'un modèle, il y a des bonnes choses outre-Atlantique, mais on veut vraiment un modèle français. Et donc c'est un plaidoyer pour que la Poste et tous les partenaires de l'écosystème numérique français puissent imposer une vision de la société pour collecter les données, les héberger, assurer l'interopérabilité des systèmes, la sécurité, et puis qu'on puisse travailler sur les données environnementales, ce dossier médical partagé. Mon avant-dernière diapositive, alors pourquoi une chaire ? Pourquoi une chaire en santé intégrative ? Pour promouvoir la santé intégrative. C'est un bon véhicule de promotion. Valoriser les savoirs émergents, partager les connaissances, être une interface entre le milieu universitaire et le monde socio-économique, favoriser la transmission des connaissances, travailler sur les formations, fédérer les acteurs de la santé intégrative, changer de culture, nouer des partenariats, travailler sur les développements au niveau national et au niveau international. Et pour les dernières minutes qui me restent, je voudrais qu'on fasse un voyage ensemble. Parce quand on est investi affectivement dans une tâche, il faut qu'on puisse poser la page et puis donner un peu de soi. Alors je vais vous raconter mon histoire à moi, quand je rentre en médecine, donc en 1995. Mon grand-père l'avait prédit, elle l'avait dit avec ses mots à lui, mais mon premier maître me dit « mais attention ». Tu ne sais pas où tu rentres. Et il m'avait parlé de la phrase d'Emmanuel Kant qui disait « La médecine est un art et non une science exacte et rationnelle ». Alors longtemps, je n'ai pas compris, mais là, en planchant sur l'œuvre de l'abbé Grégoire, et on va essayer de développer un peu,
Je crois que je commence à comprendre et à boucler la boucle. Vous savez que la médecine a été enseignée, et on va en parler d'abord, avec les arts libéraux, puis ensuite avec les arts mécaniques, maintenant dans des facultés de sciences. Et donc c'est avec cette œuvre de l'abbé Grégoire qu'on comprend aussi un petit peu ce prêtre catholique qui avait milité pour l'abolition effectivement de l'esclavage, pour le suffrage universel masculin. Les arts libéraux, les arts d'abord, classiquement on les oppose à la science. La science, c'est un ensemble de connaissances issues d'une méthodologie qui vont générer une argumentation. Alors que les arts, c'est l'ensemble de procédés que l'homme utilise pour assurer sa conservation, son bien-être physique ou sa jouissance intellectuelle ou morale. Alors, les arts libéraux, on les différencie souvent des arts serviles et des beaux-arts. Les arts serviles, la poterie, la menuiserie, c'est des savoir-faire qui servaient à transformer la matière tangible. Alors que les arts libéraux, c'est une matière intellectuelle et intangible. Ça correspondait à la base de l'enseignement autrefois. Et c'est pour ça qu'on enseignait la médecine dans les arts libéraux. Alors que les arts libéraux visaient la connaissance du vrai, les beaux-arts visaient à la contemplation du beau, la peinture, la danse. Donc ces arts libéraux étaient au nombre de 7. On avait le trivium, que certains connaissent bien, la grammaire, la dialectique, la rhétorique, les arts de la parole, qui servaient à plaire, à émouvoir, à convaincre, à séduire, qui garantissent en quelque sorte l'élégance et la cohérence du discours dont on a besoin dans nos parcours santé. Et on avait ce quadrivium, c'est le rapport avec le monde du sensible, la maîtrise des sciences mathématisées, avec la musique, l'astrologie, la géométrie et l'arithmétique. Et ça servait. L'esprit libre doit savoir se libérer de la pesanteur matérielle. Donc on avait la médecine et la philosophie qui étaient enseignées avec les arts libéraux. Ensuite, on a eu les arts mécaniques. Alors c'est quoi les arts mécaniques ? Eh bien, on a trois arts qui sont externes à la nature et qui la protègent. L'armement, la navigation et le théâtre. Puis on a 4 arts qui sont internes à la nature, qui la nourrissent. L'agriculture, la chasse, la fabrication de la laine et enfin la médecine. Et pour moi, finalement, ces arts libéraux nous enjoignent à savoir et à pouvoir utiliser leurs propriétés harmonieusement sans les diviser. Les arts libéraux, ça a donné naissance à des facultés d'arts libéraux à l'enseignement, mais rapidement on a eu une évolution, une mutation du sens des mots. Donc le mot libéral est sorti de l'affaire. Puis on a eu des sciences dures, fracassantes, qui sont venues s'imposer et hiérarchiquement rebattre les cartes de l'enseignement et de l'enseignement en médecine notamment. Et puis on a une scission entre les lettres et les sciences. Et malheureusement, la médecine a perdu en lettres ce qu'elle a heureusement gagné en sciences. Alors, j'ai imaginé finalement que le contemporain d'Emmanuel Kant qui disait « la médecine est un art et non une science exacte et rationnelle », donc l'abbé Grégoire, aurait pu lui dire aujourd'hui, avec l'enseignement et la chaire en santé intégrative au Conservatoire national des arts et métiers, entre de l'abbé Grégoire, dans l'amphithéâtre abbé Grégoire, que la santé est un art et non une science exacte et rationnelle. Et donc c'est comme ça qu'on s'évertuera à l'enseigner. Enseigner l'art, bien sûr, mais enseigner les sciences humaines, enseigner les sciences fondamentales, arriver à intégrer que chacun y trouve sa place pour qu'on puisse faire de cette discipline une discipline d'aujourd'hui, de demain, qui porte une transformation en santé globale. J'espère en être digne. Je remercie l'administrateur, M. Faron, de me faire confiance, Thibaut Duchesne, toute l'équipe, Pascal Heurtel, enfin bon, je ne vais pas citer tout le monde. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et de participer activement à cette nouvelle aventure. Merci. Et très concrètement, ça commence quand ? Demain, dit l'administrateur, donc moi je me soumets... Non. Je crois qu'il faut qu'on définisse bien entendu des lignes pédagogiques et qu'on puisse nous-mêmes aussi être intégrés à des formations déjà en place. Donc j'ai des aînés qui ont l'expérience de la formation avec qui on va construire
des parcours, on a naturellement des cibles médicales, paramédicales, nouvel entrant ou déjà en formation continue. Pour moi, en fait, en tout cas, la vision, c'est qu'on a tous besoin de réformer notre culture en santé. Donc il n'y a pas de raison qu'on exclue dans une logique d'intégration. Alors on va chercher aussi à porter des projets innovants, sortir de la cancérologie, il n'y a pas de raison. Le cancer, c'est le symbole d'une maladie chronique. Et on a mon ami ici qui est responsable de l'endométriose, qui sait bien la difficulté qu'ont toutes ces patientes, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives. On a mon ami ici présent sur l'obésité, avec des vrais parcours du combattant. Je pourrais en citer bien d'autres. Alors, le temps que le micro fonctionne, je vais... Merci d'abord d'avoir cité l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Et je voulais... Est-ce que toutes ces questions autour de la santé intégrative, est-ce qu'un jour, cette chaire aura aussi la possibilité d'intervenir directement au niveau de l'enseignement premier auprès des médecins et des autres professionnels du soin? Oui, je crois qu'il n'y a pas de... Il y a une porosité. Donc l'idée, c'est de promouvoir des savoirs, des liens, des recherches, et d'arriver à nous-mêmes intégrer des enseignements existants ou intégrer d'autres acteurs pour se fertiliser de façon croisée. Je ne vois pas de barrière au développement a priori. Il y a tout le temps des forces de freinage, mais dans la vie, le chemin, c'est les obstacles, comme disait Marc Aurèle. Oui. Une question sur... bon, outre le fait que dans votre exposé, il y a plein de choses que vous avez expliquées sur la science, l'art qui rejoint un ouvrage collectif du CNAM, supporté par notre cher administrateur général que nous achevons, et c'est en résonance sur la différence entre l'opinion, la connaissance, enfin, etc. J'aurais voulu savoir concrètement à quoi ça ressemble un enseignement en santé intégrative. Parce que ça m'a l'air en fait très organisationnel en fait. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un cours sur comment on positionne différents acteurs qui vont travailler ensemble? Est-ce que c'est autre chose? Enfin voilà, hein, ma question. Okay. C'est une excellente question. Donc il y a forcément dans un enseignement tel qu'on peut le concevoir en santé intégrative, un socle de connaissances fondamentales sur toutes ces thématiques de la santé qui doivent être intégrées dans une approche globale. Il y a une méthode, à mon sens, pédagogique, pour arriver à construire un projet personnel de soignant, ou pas d'ailleurs, mais dans le cadre d'un projet collectif qui dépasse le soignant en question pour qu'il soit tourné vers le patient. Ensuite, il y a un mouvement. Le mouvement d'intégration, c'est un mouvement intellectuel, c'est un mouvement culturel, et c'est le seul qui peut faire sortir notre système de santé, je dirais, de la débâcle financière et culturelle dans laquelle il est en train de s'inscrire. Et je dis ça parce qu'on a aussi envie de le sauver, hein, en prenant part à la bagarre qu'il va falloir faire. Alors Alain, je voudrais te remercier pour nous avoir invités. En fait, nous serons installés notre ministre. Comme tu le sais, il y a son frère Armand, on a fait le déplacement. Quand tu as commencé ton projet il y a 3 ans, je suis très étonné. Je disais comment tu allais faire pour le piloter. Et enfant, tu avais la fac, on a regardé, et aujourd'hui, on est content de voir ce que tu fais, parce que tu es devenu comme un leader en la matière. Et nous pensons qu'on peut faire la même chose à Brazzaville. Parce que Brazzaville est l'école qui forme quasiment tous les anthropologues africains. Mais nous avons fait des démarches un peu différentes de la tienne, parce que nous avons des problèmes anthropologiques qui ne sont pas ailleurs. La culture n'est pas la même. Nous sommes un peuple plus superstitieux. Donc on aura besoin de temps pour construire ce parcours-là. Et nous attendons à Brazzaville pour que nous le fassions assez rapidement. Merci Jean-Bernard. Ouais. Donc après en avoir parlé avec l'administrateur, ce sera avec grand plaisir, mais je crois qu'on appellera aussi, on nommera Feu Charles Gombet, notre maître. Il faudra qu'on nomme un programme en son hommage. Alors Charles, en fait, a formé tous les cancérologues africains de tous les pays. Il avait refusé d'être ministre de la Santé parce qu'il voulait rester dans son service. C'est pour vous donner un peu une idée du personnage. C'est un monsieur exceptionnel. Et je crois qu'effectivement, sur l'interculturalité, le cancer, ou la santé, les maladies chroniques, la spiritualité,
et le soin et la santé, on a quand même, en dehors des humanités et en intégrant toutes ces données, des collaborations à mettre en place, et académiques et culturelles. Et moi, je le ferai avec plaisir à travers le véhicule de notre association, mais bien au-delà, sur le plan universitaire. Merci.